Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces livres hyper populaires, hyper hype sur les réseaux sociaux, donc que ce soit BookTok ou Bookstagram. J'ai fait une sélection de 5 livres sur lesquels j'ai envie de donner mon avis, qu'on en parle ensemble et qu'on en parle surtout dans les commentaires pour voir un petit peu quels avis sont les vôtres par rapport aux miens, etc. Je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Il y a certains livres dans la sélection que je vous ai présentés là que j'ai aimé, d'autres que j'ai beaucoup moins aimé, voire certains que j'ai pas du tout aimé. Si jamais ces livres que je n'ai pas aimés sont des livres que vous avez aimés, qui font partie de vos sagas préférées, ou juste que c'est votre livre préféré de tous les temps, grand bien vous fasse. Sachez que ce n'est que mon avis, c'est juste purement subjectif. Si ce sont des livres que vous appréciez, bah tant mieux en fait, tant mieux pour vous, et dites-vous bien que j'aurais préféré les apprécier aussi et avoir que des lectures qui me plaisent, plutôt que d'avoir des amis mitigés, voire pas avoir aimé le livre en question. Donc s'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste dans les commentaires, c'est pas grave si j'aime pas votre livre préféré, comme c'est pas grave si vous aimez pas les livres que moi j'ai aimés. Is ok, promis. J'ai l'impression qu'on est tous obligés de faire ce disclaimer là, parce que dès qu'on parle mal d'un livre hyper populaire, c'est comme si on avait insulté la famille de la personne sur 10 générations. On va pouvoir enchaîner tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que je me bouge absolument. Premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de La vie invisible d'Adil Harou de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Donc moi j'ai la version paperback, il y a une version collector qui est sortie depuis tellement le livre a eu du succès. Je vais vous faire un petit résumé. On est au XVIIIe siècle, on suit Adeline Larue, dite Adi, qui se retrouve en fait promise en mariage à un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne veut pas, elle veut pas du tout cette vie-là, et elle s'enfuit en fait le jour de son mariage à la tombée de la nuit pour essayer de trouver un moyen, un miracle, quoi que ce soit qui puisse l'empêcher de vivre cette vie-là. Et effectivement, elle prie les dieux, et les dieux qui répondent sont les dieux de la nuit, et qui sont normalement ceux qu'il faut éviter au maximum. Il y a donc bien une entité qui va répondre à sa demande, et qui va lui accorder l'immortalité. En contrepartie, chaque personne dont elle croisera la route l'oubliera sitôt qu'elle sort de son champ de vision. Donc c'est un peu compliqué de se faire accepter et surtout de créer des relations dans un cadre comme ça. Adi va donc traverser les temps, les époques et les lieux en se faisant oublier n'importe où elle passe, jusqu'au jour où elle croise la route d'Henri, un libraire, qui lui, pour le coup, se souvient d'elle. Personnellement, c'est un livre que j'ai vraiment adoré pour la simple et bonne raison que la plume de V.I. Schwab est tellement belle et tellement poétique. Il y a beaucoup de descriptions en fait dans ce livre, on est vraiment dans quelque chose de très contemplatif, de très descriptif. Il n'y a pas énormément de rebondissements, pas énormément d'action, pardon. C'est vraiment, ça prend son temps et on est juste là pour la beauté des mots et la beauté des idées et des thèmes abordés dans ce livre, parce que du coup c'est un livre qui va aborder le thème de la quête de liberté, qui va aussi aborder la question de l'art pour marquer les esprits, et aussi la question de trouver sa place dans ce monde. Il faut se laisser emporter par la plume de V.I. Schwab, qui encore une fois, moi je trouve, est absolument splendide, parce que c'est quand même un pavé qui fait 700 pages, mais si on se laisse vraiment emmener dans la poésie des mots choisis par l'auteur, et dans ses phrases, et juste dans l'histoire qu'elle veut nous raconter, c'est un bonheur à lire, vraiment. Par contre, effectivement, si vous préférez tout ce qui est action, des rebondissements, vraiment des retournements de situation, c'est pas un livre que je vous conseille, parce que vous risquez peut-être de vous ennuyer. C'est vraiment plus à l'attention des lecteurs qui aiment ce côté très reposant, très descriptif, très contemplatif, et qui aiment ce côté un peu poétique. Si c'est pas votre truc, honnêtement, passez votre chemin parce que je pense pas que ça va vous plaire. Il y a aussi un petit point représentation bisexuelle dans ce livre pour l'héroïne et également lesbienne pour un des personnages secondaires. Pour répondre à la question est-ce qu'il vaut la hype celui-là, à mon sens oui, si on aime encore une fois ce côté très descriptif, contemplatif, poésie. Si jamais c'est pas votre truc, effectivement ça va pas vous plaire. Mais je veux dire, généralement si on se laisse porter par la plume de V.I. Schwab, et encore une fois je la trouve absolument splendide, c'est quelque chose, c'est un livre qui peut vraiment plaire et qui du coup vaut le détour à mon avis. On va enchaîner sur un monument de BookTok, à savoir Le Prince Cruel d'Holly Black, donc le premier tome de la saga Le Peuple de l'air, si je dis pas de bêtises. Personnellement, je n'ai lu que le premier tome, j'ai pas lu la saga en entier, donc mon avis va rester vraiment basé que sur celui-ci. Je suis désolée, peut-être qu'il faudrait que je dise la suite pour avoir un avis un peu plus poussé. Ça viendra, mais pour le moment, je vais juste parler du tome 1. Donc on va suivre Jude, Jude qui est une petite humaine qui s'est fait enlever et emmener dans un pays plein d'immortels et de failles du nom de Terrafé. Elle a été emmenée avec sa sœur jumelle et sa demi-sœur par le père de sa demi-sœur en fait, après que celui-ci ait assassiné froidement la mère et le père de Jude, sans pression aucune. Jude va grandir et vivre à Terrafé toute sa vie, sauf que être une petite humaine dans un royaume d'immortels, c'est pas forcément évident, parce qu'on lui rappelle sans cesse sa condition d'humaine, de mortelle, que clairement à côté des beaux et absolument fantastiques immortels et failles, elle ne vaut rien, et elle se fait beaucoup bully à l'école, notamment par un des héritiers du royaume, à savoir le prince Cardan, qui est imbuvable. Alors que la passation du pouvoir du roi vers un de ses héritiers approche, Jude va se retrouver embrigadée par un des princes justement pour être espionne à son compte et va se retrouver propulsée au milieu de conflits et de complots politiques qui vont servir à déterminer l'avenir du royaume et de la couronne.
Mon avis est un peu mitigé dans le sens où j'ai pas trop accroché avec la plume d'Holly Black. J'ai pas forcément aimé son style. Je trouvais qu'il y avait des éléments qui étaient apportés, mais c'était pas suffisamment pour que ce soit complet et que ça me plaise vraiment. J'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire parce que toute une partie, on suit juste Jude dans ce monde-là qui se fait bully de tous les côtés par tout le monde. J'ai plus apprécié la fin où t'as vraiment plus le côté intrigue de cour, conflit et tout qui se pointe et j'ai trouvé ça plus chouette et plus entraînant. Après, je pense que ça vient aussi de moi qui me suis trompée en fait sur le compte de ce livre-là, à savoir que je pensais vraiment que ça allait être de la fantasy adulte, et en fait non, c'est de la fantasy young adulte. Forcément, j'ai été déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, je pensais que ça allait être beaucoup plus travaillé, beaucoup plus en profondeur, que le worldbuilding serait beaucoup plus complet, les personnages aussi. Non pas que ce soit pas le cas, je trouve qu'ils sont quand même bien développés, mais bien développés pour de la fantasy young adulte encore une fois. Ce qui est d'un livre de fantasy young adulte, pour le coup, je trouve qu'il fait extrêmement bien son job. Et clairement, je pense que si je l'avais lu à 14-15 ans, j'aurais adoré ce livre. Mais là, en l'occurrence, à 26 ans, j'en attendais plus. Est-ce qu'il vaut la hype? Si on aime le fantasy young adulte et que c'est ce qu'on cherche, il remplira très très bien son job. Par contre, si on cherche plus de la fantasy adulte, plus travaillée, plus poussée et un peu plus sombre, passez votre chemin parce que vous allez être déçu, il va vraiment vous manquer quelque chose à la lecture de ce livre-là. La sensation que la saga dans l'ensemble va être un peu plus sombre et c'est pour ça que j'ai quand même envie de lire la suite et de savoir comment ça se conclut parce que je sens qu'il y a du potentiel dedans, vraiment. On change de registre puisqu'on va passer sur de la fiction contemporaine avec The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui a beaucoup fait parler de lui, surtout sur TikTok j'ai l'impression, et même de manière générale, les livres de Taylor Jenkins Reid font souvent parler d'eux. Qui prend la forme d'une interview entre Monique, qui est une journaliste qui a été dépêchée par Evelyn Hugo elle-même, Evelyn Hugo qui est une illustratrice des années 50 de l'âge d'or d'Hollywood. Et au jour de l'histoire, elle est dans ses 80 ans et elle décide d'enfin raconter son histoire de son point de vue, puisque sa vie a été rythmée par 7 mariages successifs avec des hommes différents et il y a toujours eu beaucoup de mystères autour de la vie de cette personne. Et elle a enfin décidé de prendre les choses en main et de raconter son histoire et surtout de raconter l'histoire de l'amour de sa vie. J'ai beaucoup aimé ce livre, encore une fois, un petit peu comme Adi Larou, pas tellement pour l'histoire en elle-même, plus que pour la plume de l'autrice que j'ai adorée. Je suis vraiment tombée amoureuse du style d'écriture de Taylor Jenkins Reid. J'ai envie de lire beaucoup plus de livres d'elle maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa façon de raconter les choses. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette fiction contemporaine, au-delà juste d'être une histoire contemporaine, c'est un peu comme un jeu de piste puisque l'autrice, elle donne vraiment des détails, elle hint des petits trucs qu'on pense sans intérêt au moment où on les lit. Il y a même des moments où, honnêtement, je vais être honnête, il y a des moments où je me suis un peu ennuyée en lisant parce que je me dis, c'est quoi l'intérêt de raconter tout ça? Où est-ce que ça mène? Sauf que plus l'histoire avance, plus les choses s'imbriquent les unes dans les autres et tout en fait a son importance dans cette histoire puisque tout amène à la même chose, à la même conclusion, aux mêmes intérêts en fait de toute l'histoire et c'était vraiment agréable à lire et à découvrir parce que tout prenait sens, il n'y avait rien qui était laissé en suspens, toutes les questions trouvaient réponse et là-dessus c'était incroyable. C'est un livre qui m'a un peu pris au trip par moment parce que j'aimais beaucoup les sujets qui étaient abordés, parce qu'on parle beaucoup de l'image de soi, de l'image qu'on renvoie aux autres, de cette question un petit peu aussi d'ascenseur social, puisque Evelyne part du bas et elle veut s'élever. On parle beaucoup forcément d'orientation sexuelle, comment c'était accepté à l'époque, comment ça n'était pas accepté à l'époque, et qu'est-ce que les personnes pouvaient faire pour essayer de vivre sans risquer de se faire démonter la face. Il y a vraiment tous ces sujets-là hyper importants qui sont abordés. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ce roman, il fait limite roman historique, parce que Taylor Jenkins Reid nous dépeint vraiment le Hollywood des années 50 jusqu'à, je crois, 80-90, je sais plus exactement. Mais vraiment, l'histoire dure dans le temps, donc on a vraiment l'évolution du monde du cinéma. Et donc il y a un côté un peu fiction historique dedans, ce que j'ai beaucoup aimé. Et représentation, relation saphique dans ce livre-là, puisque le personnage principal est bisexuel et que forcément son love interest est lesbienne si je me trompe pas. Est-ce qu'il vaut la hype? Franchement pour moi oui, parce qu'il faut découvrir la plume de cette autrice que j'ai trouvée incroyable. Et puis surtout si vous aimez les livres contemporains qui soient pas forcément purement de la romance, où il y a d'autres choses autour, avec un style d'écriture et un côté un peu jeu de piste, ça va vraiment vous plaire. Et en plus de ça, si vous aimez le côté fiction un peu historique, en plus dans le monde du cinéma, franchement foncez, je pense que vous ne serez pas déçus. Les gars, on va attaquer un gros morceau et je sais que je vais m'attirer les foudres de tout internet, de toute la communauté livresque pour ça, puisqu'on va parler de la saga à Cotard de Sarah Jimas. Tel que vous pouvez le voir, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 3.5. Je n'ai pas lu le tome 4 sur Nesta parce que j'ai abandonné la saga, tout simplement.
Et on va en parler. Petit résumé du tome 1, parce que je vais pas vous résumer la saga en entier, ce serait trop long, trop compliqué, et puis surtout qu'entre le tome 1 et le tome 2, ça change un petit peu, donc j'ai pas forcément envie de vous spoiler. Le tome 1 est une réécriture de La Belle et la Bête, le tome 2 c'est plus une réécriture type Hadès et Perséphone, et la suite part un peu en cacahuète. Dans ce tome 1, on va suivre Feyre, Feyra, j'ai absolument aucune idée de comment on prononce son nom. C'est une jeune fille de 18 ans et qui vit dans la pauvreté avec ses deux grandes sœurs Nesta et Hélène et leur père. Pour survenir un peu aux besoins de sa famille, elle se retrouve à devoir chasser pour ramener à manger à la maison, tout simplement. Et alors qu'elle part en partie de chasse, elle tire et elle abat un loup gigantesque de l'autre côté de la frontière, il me semble, de l'autre côté de la frontière qui sépare le royaume des humains et le royaume de Prythian, qui est le royaume des immortels et des failles, divisé en 7 cours. En représailles de ce meurtre en fait du loup, puisqu'il s'agissait en fait d'un faille, donc d'un immortel, Feyra se retrouve forcée de suivre Tamlin, le grand seigneur de la cour du printemps, à Prythian pour y vivre éternellement en condamnation en fait de ce qu'elle a fait tout simplement. Et elle va donc apprendre à le connaître et va naître de là une histoire et des aventures. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il se trouve que la cour du printemps est frappée par un mauvais sort où tous ses habitants ont été maudits le soir d'un bal et donc portent tous des masques qu'ils ne peuvent enlever. Et ça va avoir son importance sur la suite, et surtout l'arrivée de Feyra aura son importance sur cette malédiction. Pour ce qui est de mon avis, très honnêtement, je vais vous décevoir, j'ai pas du tout aimé ACOTAR. J'ai adoré le tome 1, puisque le tome 1 c'est une réécriture de La Belle et la Bête qui est un de mes contes préférés de tous les temps, donc j'avais vraiment adoré, et c'est rare, parce qu'en plus c'est rare qu'une réécriture de La Belle et la Bête me déçoive, mais celle-là, j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque quand je l'avais lu. Par contre, pour ce qui est de la suite, principalement le tome 2, donc Un palais de colère et de brume, que j'ai pas du tout aimé. Et pourtant, il est vendu comme étant le meilleur de toute la saga, mais moi ça l'a pas fait du tout, pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop aimé les personnages introduits dans ce tome-là. Manque de bol pour moi, c'est les personnages qu'on suit toute la fin de la saga. Et j'ai pas trop apprécié ces personnages. J'ai pas trop apprécié Rysand, j'ai pas trop apprécié l'Inner Circle. J'avais l'impression que tous les personnages étaient les mêmes, ils étaient trop beaux, trop parfaits, trop incroyables, invincibles, tout ce que tu veux. Vraiment, ça m'avait gonflé en termes de crédibilité. J'étais là. Feyra, je l'avais trouvé nunuche dans la fin de la saga, vraiment. C'est tout ce qui a été développé en fait dans celui-ci et le troisième tome. Vraiment, c'est des directions artistiques et d'histoire qui, moi, ne m'ont pas convaincue du tout, et c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé cette saga. Je suis désolée, je vais me faire défoncer, je pense, dans les commentaires, parce que j'ai l'impression que ACOTAR, c'est un peu devenu le nouveau texte sacré qui doit tous nous guider sur la voie de la raison, mais très franchement, bof quoi, enfin, c'est donc une romantésie, je pense que c'est pour ça que ça matche un peu moins avec moi, c'est que c'est un mélange entre la romance et la fantasy, où j'ai l'impression que tout est fait, mais sans être fait en entier. C'est que le monde en fait de ACOTAR, le world building dans ACOTAR, je trouve qu'il manque de détails et de profondeur. J'aurais aimé en savoir plus, explorer plus de cours, voir plus de choses, avoir plus d'intrigues politiques aussi peut-être, plus d'intrigues limite de bataille un peu héroïque fantasy, parce qu'il y en a quelques-unes, mais j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus amené, que ça prenne plus son temps, parce qu'il y a un peu tout qui est rushé, j'ai l'impression. Pareil pour les romans, je trouve qu'elles vont très rapidement, que honnêtement, il y a des passages où j'étais là, c'est bon frère, arrête de grogner, on a compris. Je comprends que ça ait trouvé son public, je comprends que ça ait pu plaire, mais pour moi, c'était pas ça en termes de fantasy et même de romantaisie. J'ai trouvé mieux que ACOTAR, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi c'est autant adulé comme ça. Est-ce que ça vaut la hype? À mon sens, non. Ça peut valoir le coup d'œil, et puis maintenant c'est un peu devenu un classique de la romantaisie, parce que c'est une des premières qui a véritablement fait parler d'elle. Donc est-ce qu'il faut en passer par là pour découvrir le genre? Moi j'ai envie de dire non, parce que j'en ai trouvé des mieux que ACOTAR. Après, si c'est un style littéraire qui vous plaît, honnêtement, ne passez pas à côté, je pense que ça peut vous plaire. Mais à mon sens, je comprends pas qu'on en parle autant à ce point-là, que c'est mis en avant de ouf, alors que bah, c'est pas la meilleure quoi. J'ai pas du tout accroché en fait avec cet univers-là. J'ai pas du tout envie de lire que ce soit Crescent City ou Keleana, parce que ça m'attire pas. Même la plume de Sarah Gimas m'attire pas, au-delà de toutes les casseroles que l'autrice a au cul, bien évidemment. Encore une fois, je tiens à préciser, je le précise encore plus pour cette saga-là, parce que je sais que je vais me faire défoncer. Si c'est une saga que vous aimez, si c'est des livres que vous aimez, grand bien vous fasse. Vraiment, je suis très contente pour vous, mais moi ça l'a pas fait et j'aimerais bien qu'on respecte ça aussi. Et on va finir sur une note positive, parce qu'on va parler de The Love Hypothesis de Hallie Hazelwood, qui est une romance qui a été pas mal encensée sur BookTok comme étant
la romance de l'année, meilleure romance de tous les temps, blablabla, elle avait vraiment fait beaucoup parler d'elle. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Olive, Olive qui est thésarde en biologie à l'université de Stanford, Olive qui vient d'arrêter sa relation avec un mec avec qui elle n'avait pas forcément d'atome crochu, sauf que sa meilleure amie, elle, match beaucoup plus avec ce mec-là, mais elle ne veut pas sortir avec parce que c'est l'ex d'Olive, alors qu'Olive lui dit non mais t'inquiète, c'est bon, tu peux y aller, je suis plus dessus, ça me dérange pas, let's go. Et sa pote, non, 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 code d'honneur des potes, je ne taperai pas dans ton ex. Pour essayer de convaincre un peu sa meilleure pote de mais t'es en train de passer à côté de quelque chose qui pourrait te plaire, elle lui dit que c'est ok, elle est avec quelqu'un d'autre maintenant, elle a rencontré quelqu'un, elle est passée au-dessus, c'est bon, elle la voit libre. Et elle lui dit d'ailleurs, j'ai même rendez-vous avec lui ce soir. En se disant, bon, de toute façon, elle va partir en date, elle me verra pas, elle saura pas que j'ai mytho, tout ça. Sauf que le soir venu, quand Olive est tranquillement dans son laboratoire en train de terminer ses recherches et de terminer sa journée en fait, elle voit sa meilleure pote arriver devant le couloir et elle se dit si elle me croise, elle va savoir que j'ai menti. Et si elle sait que j'ai menti, elle va pas vouloir date le mec qui lui plaît. Donc il faut que je trouve une solution. Et elle n'a rien trouvé de mieux que de se dire faut que je pécho le premier mec que je vois. Le mec en question étant le professeur Adam Carlson, donc professeur à l'université de Stanford, et surtout réputé comme étant l'un des plus imbuvables et des plus sévères de toute l'université. Donc concrètement, pas le mec qu'on aurait choisi vous et moi de base. Suite à ça, elle lui explique un petit peu la situation de pourquoi elle a agi comme ça et elle lui demande est-ce que ça t'embêterait qu'on continue un peu de fake date comme ça pour que ma pote puisse vivre son histoire d'amour, qu'on puisse être tranquille et qu'en fait elle ne sache pas que j'ai menti. Adam Carlsen accepte pour la simple et bonne raison que lui aussi voit un intérêt dans ce fake dating, à savoir récupérer, débloquer enfin les fonds dont il a besoin pour ses recherches, puisque l'université, du fait qu'il soit jeune, qu'il ait la trentaine, est très peur qu'il se barre ailleurs et donc est un peu réticent à l'idée de lui filer de la thune. Deal entre eux, il décide de partir là-dessus. Mais forcément, vu qu'on parle de fake dating, jusqu'où va le fake et où commence la véritable histoire d'amour, telle est la question. Ce livre a été un giga coup de cœur pour moi. De toute façon, vous le voyez, c'est le seul livre de toute ma bibliothèque qui a annoté, donc c'est vous dire si j'ai vraiment passé du temps sur ce bouquin. Je l'ai vraiment adoré. Ça a été un gros coup de cœur, tout simplement parce que ce que je cherchais à travers ce livre, c'était de lire une rom-com, littéralement, de vraiment avoir une romance qui soit légère, sans prise de tête, très drôle, avec beaucoup d'humour et beaucoup de personnages hyper attachants, et c'est tout ce que j'ai trouvé, et donc j'étais ravie. Parce qu'on parle aussi de fake dating, on parle aussi du trope Grumpy Sunshine, qui est un de mes tropes préférés de tous les temps, donc forcément j'étais ravie. Il y a un côté très fanfiction, puisque c'est une fanfiction de base de Kylo Ren et Rey de Star Wars, et ça se ressent dans l'écriture que de base c'est une fanfiction, mais personnellement j'ai adoré, parce qu'encore une fois, c'est tout ce que j'en attendais. Oui, c'est cliché, oui, c'est pas du tout profond, oui, c'est beaucoup en surface et il n'y a pas de gros enjeux dans l'histoire, c'est pas une romance hyper profonde avec des personnages hyper détaillés, une psychologie de ouf, des gens torturés, machin. Non, c'est loin de tout ça, c'est vraiment juste une petite romance toute douce pour passer le temps et faire du bien à la tête et au cœur. Je comprends donc qu'il y ait des avis négatifs sur ce livre parce que clairement, si vous êtes des habitués de la romance et que vous cherchez des romances qui prennent un petit peu plus au trip, qui sont un petit peu plus fortes en émotion, bah, c'est pas sur celui-là que vous allez trouver ça, évidemment. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette histoire, c'est que y a un côté vraiment très humoristique. Il y a des petites vannes qui sont sorties tout le temps entre les personnages, et ça me fait toujours mourir de rire. Ils se lancent des petits pics, il y a beaucoup de sarcasme, enfin bref, c'est le style d'humour que j'aime beaucoup. Les personnages, que ce soit les personnages principaux, Adam, un des meilleurs boyfriends de tous les temps, Olive qui est adorable et qui est hyper maladroite du coup qui fait beaucoup rire, donc que ce soit les personnages principaux ou que ce soit les personnages secondaires, Malcolm, incroyable ce personnage, Holden, pareil, incroyable, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, ils sont tous hyper attachants et on a vraiment envie de les suivre et d'être dans leur groupe de potes en fait, tout simplement d'être en cours à la fac avec eux parce que ça a l'air vraiment trop cool comme ambiance. Je tiens aussi à souligner un point concernant ce livre, à savoir que sont abordés les sujets du cancer, notamment du cancer du pancréas, puisque c'est le sujet de thèse d'Olive. Elle cherche un moyen de diagnostiquer plus rapidement le cancer du pancréas. J'ai aimé qu'on parle de cette maladie-là, puisque encore aujourd'hui, le cancer du pancréas est un cancer très difficile à diagnostiquer. Donc, si c'est un sujet qui peut vous trigger, peut-être éviter de le lire si c'est un sujet un peu sensible pour vous. De la même façon que j'ai aimé que soit abordée la place de la femme dans le milieu scientifique, notamment en termes d'harcèlement et de misogynie au travail. Ça a vraiment son importance dans l'histoire et ça dépeint malheureusement encore une trop grande réalité aujourd'hui. Donc ce petit point d'alerte et ce petit point mis en avant dans l'histoire, pour moi ça valait vraiment le coup de s'y intéresser également et d'en parler. Donc est-ce qu'il vaut la hype? Selon moi, bah oui, parce que pour moi ça a été un coup de cœur, donc bien sûr que oui, il vaut la hype. Mais encore une fois, il vaut la hype si ce que vous cherchez c'est une rom-com, c'est quelque chose de très léger,
quelque chose qui fasse rire et qui soit tranquille. Si vous cherchez quelque chose de plus profond, franchement, vous allez vous ennuyer en lisant ce livre, mais si vraiment votre truc c'est de lire un livre qui soit dans l'ambiance de À tous les garçons que j'ai aimés, The Kissing Booth, qui soit vraiment l'ambiance des rom-coms qu'on peut trouver sur Netflix, bah là franchement pour le coup il va vous plaire. Et très honnêtement j'aimerais bien voir une adaptation de ce bouquin en film Netflix comme ça, rom-com, je pense que vraiment ça peut être très très cool. Je pense que j'ai fait le tour des livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai fait une petite sélection parce que je voulais pas parler de 45 000 livres non plus et prendre trop de temps. Si jamais c'est une vidéo qui vous a plu et que vous voulez que je fasse une autre édition en parlant d'autres livres, parce que j'ai d'autres idées, d'autres livres qu'on pourrait aborder, dont on pourrait parler, n'hésitez pas du tout à me dire ça en commentaire, je serais ravie de vous le faire, ou en likant la vidéo tout simplement. Je serais vraiment ravie de vous faire une deuxième édition de cette vidéo-là. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas non plus à me donner vos avis à vous sur les livres que j'ai présentés aujourd'hui, s'il y en a que vous avez aimés, s'il y en a que vous n'avez pas aimés, si on a des avis qui sont pas les mêmes, qui sont assez divergents, n'hésitez pas à me le dire aussi, pour qu'on puisse en parler dans les commentaires et échanger tous ensemble autour de ça. Peut-être que vous allez me convaincre de donner une seconde chance à des livres que j'ai pas forcément aimés. Let's go, franchement, je serais pas contre du tout, au contraire, c'est tout ce que j'attends. Et si vous, il y a des livres très connus sur les réseaux sociaux dont vous voulez me parler et donner votre avis, n'hésitez pas non plus, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc que ce soit TikTok ou Instagram, n'hésitez pas, ils sont juste là et en barre d'infos. Allez checker, jetez un oeil si vous voulez voir ce que je fais ailleurs et si vous voulez aussi vous abonner, ce qui me fera très plaisir et qui sera d'un grand soutien. En parlant de soutien et d'abonnement, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si jamais vous voulez être tenu informé des futures sorties de vidéos. Encore une fois, ça me ferait très plaisir et ça permettrait à la chaîne de grandir un petit peu. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao!